tout le monde nous entend bien? Je crois que oui. Merci à vous d'être présents. C'est une joie de pouvoir parler de langue française avec vous. Comme ça a été annoncé, Jean-Marie Klickenberg devait être là. Il n'a pas pu être présent. Je remercie vraiment... mais il va être un peu dans le diapo, vous allez voir. On va essayer de l'entendre d'une manière ou d'une autre. Je remercie vraiment Laurence Rosier d'avoir bien voulu prendre la parole aujourd'hui, parce que ce qu'on va vous présenter, ce sont des choses que les linguistes disent collectivement. Ce n'est pas une idée individuelle, ce sont le résultat de travaux collectifs, ce sont des préoccupations collectives sur la langue française et notre rapport à la langue française. Donc je pense que c'était important qu'on intervienne à plusieurs voix. Vous allez entendre ensuite d'autres collègues, d'autres linguistes qui vont, vous allez voir, rebondir, enfin en tout cas faire des interventions en écho avec ce qu'on dit. On essaie de se regrouper dans divers collectifs, le podcast Parler comme jamais, l'association des linguistes atterrés, et on vous invite à nous rejoindre dans ces collectifs, pour qu'on fasse bouger collectivement la langue française. Oui, comme moi je suis une remplaçante, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas voir Jean-Marie Klickenberg, grand linguiste, ami. Bon, je lui ai écrit, je lui ai dit ouais, oui, c'est moi. Il m'a dit ça va, je suis content. Donc, donc voilà. Alors, c'est le résumé qu'on avait fait avec Jean-Marie Klickenberg pour vous parler aujourd'hui de langue française, parce que nous, par notre métier, on est des amoureuses, des amoureux de la langue française, et ce qu'on regrette, c'est que la langue française soit très souvent abordée sous l'angle de la peur que la langue disparaisse, de la peur que des vilaines personnes, généralement des jeunes, des immigrés, des femmes, ou tout ça ensemble, abîment la langue française. Et on voudrait pouvoir aborder la langue française autrement. Tout simplement, à l'origine de pas mal de nos projets, il y a aussi une frustration. Nous, notre métier, c'est de travailler sur la langue. On voit toute la richesse qu'il y a dans la langue française, toute la richesse qu'il y a dans les recherches en langue. Et généralement, ce ne sont pas ces points-là qui sont abordés quand on parle médiatiquement de langue. Alors, souvent, quand on parle de langue, on part de clichés sur la langue. Là, je vous en ai mis un petit bout ensemble. C'est des choses qui reviennent dans les médias. Par exemple, là, en bas à gauche, vous avez « Faut-il enseigner l'arabe à l'école ?» sur CNews. C'est-à-dire qu'à toutes les rentrées scolaires, en tout cas en France, il y a la même polémique. Est-ce que... avec des intox selon lesquels on forcerait tous les élèves d'école primaire à enseigner l'arabe, avec des projections sur la langue arabe, des projections politiques, racistes. L'arabe serait forcément une langue d'un terrorisme islamisme. Là, vous avez en haut, je suis accent circonflexe. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le graphisme, mais c'est le graphisme de tous les petits panneaux « Je suis Charlie » au moment des attentats de Charlie Hebdo. Et ça, c'était en réaction à certaines réformes orthographiques qui datent de 90 mais qui ne sont pas vraiment encore appliquées et qui reviennent dans la polémique avec l'idée de suppression de certains accents circonflexes. Et ça a entraîné des réactions très vives. On peut discuter bien sûr de l'intérêt ou non de ces réformes, mais le problème c'est que ça a tout de suite été envisagé sous l'angle de la panique. Idem, qui en veut à la langue française, l'idée de langue française qui serait menacée, avec, vous voyez, une diapo dans une écriture inclusive caricaturale, avec l'idée que l'écriture inclusive, ce serait forcément mettre des points médians partout, à absolument tous les mots. Et vous voyez l'écriture inclusive d'un côté, et de l'autre l'anglais. Ça concentre de peur que le français soit menacé par des réformes comme l'écriture inclusive, menacé par l'anglais. Ça ne veut pas dire que ces peurs, elles n'ont aucun fondement et aucun intérêt. Bien entendu, on peut en discuter. C'est vrai que le point médian, c'est une graphie nouvelle à laquelle on n'est pas habitué, qui peut entraîner certaines difficultés de décryptage. C'est vrai que l'anglais est une langue qui est dans une situation de domination jamais connue jusqu'ici, une langue hyper centrale, une langue très dominante. Donc, on peut en discuter, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on en discute en se fondant sur nos connaissances scientifiques, et c'est qu'on en discute de manière rationnelle. Et ce qui empêche un peu ça, c'est, vous voyez la faute en bas à droite, l'Académie française, avec le fait que l'Académie française conserve, en tout cas toujours en France, mais de manière internationale, un pouvoir
médiatique, une légitimité a priori. Et je comprends pourquoi, hein, moi aussi, hein, avant de faire des études de langue, je me disais, bon, bah, ces gens-là, ils ont l'air de s'y connaître, ils ont des beaux costumes, on leur aurait pas mis des dorures partout s'ils s'y connaissaient pas. Ils ont des épées en plus, généralement ils ont l'air respectables. Donc a priori, quand ils disent quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Et ça fait un choc quand on se rend compte que non, pas du tout, qu'il n'y a pas de linguiste à l'Académie française, il y a quelques écrivains journalistes, mais il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir du tout avec la langue française. Il y a des biologistes, des théologiens, c'est des métiers respectables, mais pourquoi devraient-ils faire un dictionnaire, ce qui est quand même un métier. Et donc on a cette situation qui est un peu dramatique, parce que moi je trouve ça très bien qu'il y ait des institutions publiques qui ont pour mission normalement de faire des dictionnaires accessibles au public, en accès libre, gratuit. Bon, le dictionnaire, ils le font tous les 100 ans à peu près, il est bourré de fautes. Et ils devraient faire des grammaires qu'ils ne font pas. Donc c'est dommage qu'une institution publique qui a des moyens et une reconnaissance, au lieu de faire ce travail-là, fasse un travail de désinformation complète de la langue française. Je vous donne quand même une petite perle parce qu'il faut bien qu'on s'amuse un peu. Dans le dictionnaire de dernière version du dictionnaire de l'Académie française qui est enfin sortie, sachant que la dernière était dans les années 1930, donc ça a pris à peu près 100 ans. Le Robert Le Larousse font une version tous les ans de leur dictionnaire. Le Wiktionnaire, par exemple, en ligne, actualise sans cesse. La définition de mec, c'était « homme reconnu du monde de la pègre désigne quelquefois le souteneur d'une prostituée ». Et il n'y avait pas la mention vieilli. Moi, je trouve qu'on pourrait mettre la mention vieilli. C'est même pas un vocabulaire, c'est à peu près un vocabulaire des années 50. Donc, ce n'est pas un outil qui est fiable. Donc voilà la situation et voilà ce qui nous agace, ce qui nous pose problème dans cette situation. Pour vous dire un peu d'autres clichés problématiques, alors certains jeunes auraient 400 mots de vocabulaire. Ça, c'est pareil, c'est assez difficile des fois en tant que linguiste de remettre un peu de science, de savoir dans ce genre de débat. Parce qu'on entend des fois les jeunes qui auraient 400 mots de vocabulaire, où ça varie, 250, 300. D'un point de vue des chiffres, c'est juste faux, c'est impossible. 300 mots, c'est une feuille recto-verso. Il suffit que vous marquiez des pronoms, des prénoms, des noms de marques, et c'est bon. Donc, à part quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes, mais il faut que ce soit diagnostiqué comme une maladie, c'est impossible d'avoir 300 mots de vocabulaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences d'accès au vocabulaire, des différences de capacité d'expression qui peuvent être dramatiques, qui peuvent être problématiques. Vous voyez, c'est là où nous, on est dans une situation embarrassante en tant que linguiste. Parce qu'à la fois, un chiffre comme ça, c'est faux, c'est juste un chiffre faux que tout le monde reprend juste parce que quelqu'un l'a sorti un jour. C'est dramatique d'un point de vue scientifique et politique de voir qu'il y a des intox comme ça qui circulent. Et en même temps, on voudrait pouvoir remettre en question ce chiffre, établir des vérités scientifiques, sans pour autant nier des difficultés qui peuvent être existantes et problématiques. Et enfin, par rapport au français, il y a quand même le gros problème en France qu'on pense que le français, c'est nous. Et qu'ailleurs, c'est des variations de sous-français, à la rigueur. Il y avait quand même des articles du Figaro qui, quand des pays entraient dans l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, titraient « Cocorico », comme si c'était une victoire pour la France, et non pas pour la langue française. Tu peux passer, oui. Oui. Alors, les clichés sur la langue française se reproduisent aussi sur, finalement, la francophonie étendue. Le parler belge, le français d'Afrique, et en effet, on va retrouver aussi la figure des rappeuses de couleur, comme on dit, et puis les débats sociétaux. Alors, je vais essayer de démonter rapidement tous les clichés. Le belge n'existe pas, l'accent belge n'existe pas non plus, sauf quand, de façon assez pathétique, désolée Leïla, mais certains Français essayent de l'imiter. Je n'ai pas essayé, vous remarquerez. Alors c'est vrai que si Jean-Marie était là, il vous ferait une super démonstration d'accent et même de parler liégeois. Moi, je suis de Mons, donc je suis binès d'être ici. Donc je suis bien d'être ici. Et belle main, tranquille. Un bio, voilà. Bon, ça c'est... Donc on voit, il y a des différents types de parler wallon et flamand, parce que si on dit le parler belge, mais qu'est-ce qu'on fait du néerlandais ? Qu'est-ce qu'on fait de l'allemand ? On est quand même un pays censément trilingue. Ça vient en fait du parler bruxellois ou marolien, parce que là, il y a dans ce marolien des mélanges des trois
langues et d'autres de la Belgique. Hein. Vous connaissez évidemment des mots comme le ziveraire, hein, ce genre de choses, qui sont des mots du marolien, mais qui est un petit peu perdu aujourd'hui. Donc quand on dit parler belge, c'est plutôt des spécificités lexicales, ou le fameux savoir et pouvoir, hein, où là c'est vraiment bien ancré, et souvent ben, je ne sais pas moi, hein, mais voilà, donc, et c'est souvent là les Français qui nous le font remarquer. Alors, le français d'Afrique, l'Afrique, hein, évidemment, l'Afrique, c'est quand même, en tout cas, quand on parle du français d'Afrique, c'est plus de 26 pays, et on compte là-dedans aussi les territoires d'outre-mer, Mayotte, hein, et si j'en parle, tu as parlé de l'Académie française, ils ont tous failli, évidemment, mourir cet été, lorsqu'on leur a dit que ça serait Aya Nakamura, qui allait... enfin, on ne leur a pas dit que c'était devant l'Académie française. On avait d'abord dit, voilà, elle va représenter une certaine idée de la France. Et ben évidemment, elle a reçu des propos racistes, sexistes, puristes. Et elle l'a bien détourné, justement, en employant l'expression « la langue de Molière hein, », en faisant un hommage à Charles Aznavour. Et puis les linguistes se sont intéressés évidemment à la langue de Aya en disant, ben, en fait, elle mélange différents types d'argot, différents idiomes et langues d'Afrique. Hein, Dja, vous voyez, ben, Dja, c'est du Bambara. Hein, mais elle dit aussi catin. Catin, c'est un mot ancien. Et donc, il y a eu, de la part des linguistes, une valorisation, alors qu'elle recevait évidemment une pluie d'insultes de la part d'une partie de la population. Et enfin, les clichés, on les entend beaucoup aussi lorsqu'il y a des débats sociétaux autour de la langue. C'est clair qu'on touche à quelque chose qui est intime. Quand on touche la langue, je sais qu'un grand linguiste et psycholinguiste qui travaillait sur la réforme de l'orthographe, Jaffré, disait... En fait, il faut vraiment aller comme un cheval de Troie quand on touche à la langue, parce que les gens se sentent personnellement touchés. Hein, c'est presque psychanalytique. Hein, touche pas à ma langue, comme si c'était à soi. Hein, mais on verra plus. En effet, qu'il y a cette norme identitaire. Et sur les débats sociétaux, bon, l'orthographe, les linguistes s'entendaient plus ou moins. La féminisation aussi, l'écriture inclusive, pas tout à fait. Donc ça a aussi un peu jeté le trouble. Mais moi, ce que j'ai aimé étudier, c'est les insultes reçues par ceux qui pratiquaient ou défendaient, ou simplement parlaient de façon objective de l'écriture inclusive. Tu as cité une perle. Ben, une autre perle, c'est Raphaël Enthoven qui dit que l'écriture inclusive, c'est comme un coup de canif du commerce équitable sur le sourire de la Joconde. Alors là, quand même, je trouve qu'il y a une inventivité rhétorique hein, dans les hyperboles. Et donc, ben, voilà, les clichés sont productifs, mais pas toujours comme on le voudrait. Je pense que le maître mot dans ce qu'a dit Laurence Rosier, c'est la notion de variation. Parce qu'effectivement, quand on parle de langue française, on pense à sa langue française, une langue française. Et comme le disait Laurence Rosier, on n'a pas envie que ça bouge. Et moi, je comprends ça. Des fois, on a l'impression que c'est une sorte de capital qu'on a acquis chèrement. Ça a été dur pour nous d'apprendre toutes ces règles orthographiques, par exemple. Ça, nous, on a appris comme ça. Pourquoi ça changerait ? On va nous enlever quelque chose qu'on a acquis quelquefois chèrement. On va nous déposséder de ça, et quelquefois, on a une logique un peu bizutage. Moi, j'ai galéré pour l'apprendre, donc ils vont galérer aussi comme moi. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir cette logique-là ? Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'accepter que la langue bouge, ça nous enlève quelque chose ? Je pense qu'il faut différencier quand on parle d'amour de la langue française, il y a beaucoup de choses derrière qui ne relèvent pas de la langue. Et la notion importante, c'est de variation, donc temporelle, géographique, parce que souvent, on a l'impression que le français a toujours été comme ça. Moi, on me dit c'est comme ça depuis 2000 ans. 2000 ans, voilà. Ce serait né comme ça depuis 2000 ans, ça n'aurait pas changé. Quand on nous dit la langue de Molière, on ne se rend pas compte qu'on a des versions qui sont modernisées, qu'on ne lit pas Molière dans la langue de Molière. Sinon, certains, en tout cas, auraient des crises cardiaques en voyant que le même mot peut avoir des orthographes différentes dans la même page, qu'il peut y avoir misanthrope sans H, qu'il y a des tildes, que l'orthographe n'a rien à voir. Ce rapport à la norme, à la langue française, peut donner ce qu'on appelle une insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, ça a été théorisé par William Labov, notamment dans ce livre sociolinguistique, la crainte de commettre des fautes de la part d'une personne qui a intégré l'idée que son parler ne correspondrait pas aux normes en vigueur. Et cette insécurité linguistique, alors tout le monde peut la ressentir.
Alors bien entendu, ça va dépendre aussi de votre formation, de votre situation sociale. Si vous avez parlé chez vous une langue qui ressemble à la langue apprise à l'école, vous ressentirez moins cette insécurité linguistique. Si vous êtes dans des cas de valorisation de votre prise de parole, de reconnaissance de votre prise de parole, vous la ressentirez moins. Ça va dépendre des situations. Mais tout le monde peut plus ou moins la ressentir. Par exemple, les professionnels de la radio vont souvent marquer les liaisons à l'écrit sur leur petit conducteur, de peur de faire une erreur de liaison et qu'on leur tombe dessus. Je vous ai mis un exemple qui est tiré de la place d'Annie Ernaux, lorsque son père, chez le notaire, doit écrire « lu et approuvé », qui est écrit « approuvé » en 2 mots, et on a « gêne, obsession de cette faute sur la route du retour, l'ombre de l'indignité ». Ça nous montre bien comment, quelquefois, et pas dans n'importe quelle situation, là c'est chez le notaire, c'est chez quelqu'un qui représente une norme sociale, qui est aussi une norme langagière, on ne comprend pas forcément le langage du notaire. Donc dans ce genre de situation, si on commet une erreur, c'est bien plus qu'une erreur de langue. C'est quelque chose qui renvoie à peut-être à notre identité, peut-être à notre place sociale. Et c'est là que la faute est bien plus qu'une faute, devient un sentiment d'indignité. Alors je vous ai mis un petit diapo en hommage à Jean-Marie Klinkenberg qui parlait des différents rapports à la langue. Je vous ai mis une citation de Jean-Marie Klinkenberg, puisque... selon lui, Tintin nous explique un peu les 3 rapports possibles à la langue. Il y aurait Tintin qui serait dans la norme, il y aurait le capitaine Haddock qui ferait preuve d'inventivité linguistique extraordinaire, et il y aurait les Dupont. Et les Dupont, ils représenteraient une sorte d'insécurité linguistique, une impuissance linguistique avec leur « je dirais même plus » pour ne pas dire grand-chose. Et ils témoigneraient d'une des réactions possibles à l'insécurité linguistique. Parce que quand on parle d'insécurité linguistique, qu'est-ce qu'il y a comme réaction ? Quand on a cette crainte de commettre des fautes, il y a 3 réactions possibles. Il y a le mutisme, le fait de ne pas parler du tout, ou de ne pas écrire. Il y a l'évitement aussi. L'évitement, je sais qu'on a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants ici, c'est une situation que vous devez connaître. Par exemple, quand quelqu'un a peur de faire une faute d'orthographe et donc va éviter le mot et va plutôt en choisir un autre. On peut éviter des situations, éviter des mots. Et c'est quand même vraiment dommage parce qu'au lieu de se saisir de la langue, puisqu'on a cette peur de la faute, on préfère éviter, essayer de donner la parole à quelqu'un d'autre, essayer d'employer un nouveau mot, essayer d'éviter la situation et finalement ne pas se saisir de la langue. Mais on a aussi une 3e réaction qui est peut-être plutôt celle des Dupont, c'est l'hypercorrection. C'est le fait d'essayer de coller à ce qu'on a identifié aux normes en vigueur, aux normes hautes de la langue. C'est un peu, en gros, les gens qui font des fautes sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, prendre ce qu'ils identifient comme le bon français, le français de haut niveau. Et je vous donne un exemple, l'accent circonflexe. C'est devenu maintenant un signe d'un français assez élevé. L'accent circonflexe, ça fait classe. On est contre certaines réformes qui voudraient en supprimer certains. Eh bien, donc, vous allez avoir des phénomènes d'hypercorrection, c'est-à-dire des personnes qui vont en mettre partout. Partout, j'exagère, mais certains endroits où ce n'est pas attendu. J'ai des collègues profs de fac qui hurleraient si on leur disait qu'ils ont fait une faute d'orthographe, mais de fait, ils peuvent dire mettre un accent circonflexe, par exemple, vous faites avec un accent circonflexe. Ça, c'est une erreur d'hypercorrection. C'est pareil quand on rajoute des liaisons pour faire un peu classe, par exemple, et qu'on en rajoute à des moments où elles ne sont pas attendues, c'est une erreur d'hypercorrection. Donc en réalité, tout le monde fait des fautes. Très souvent, même des personnes qui croient ne jamais en faire, qui croient coller aux normes, eh bien, ils vont faire aussi, quelquefois, ces fautes d'hypercorrection. J'insiste juste, vous avez une photo de Bourdieu, que cette situation d'insécurité linguistique, elle va dépendre de ce qu'on appelle des marchés linguistiques. Elle va dépendre des situations. Il y a des situations que Bourdieu appelle des marchés plus tendus. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être, on avait le domaine juridique avec Ernaux, on a l'école, tout simplement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut être très bavard, très prolixe dans d'autres situations, dans d'autres marchés linguistiques plus familiers, et qui, dans certaines situations de marché tendu, comme le marché scolaire, peut d'un coup ne plus parler. Il peut avoir, bien entendu, les médias. Vous avez des personnes, j'ai vu des collègues qui peuvent très bien parler, qui, quand ils sont devant un micro, ne vont plus pouvoir parler. Donc, il faut aussi sortir de l'idée qu'il y a des gens qui parlent bien, des gens qui parlent pas bien. Tout ça va dépendre aussi des situations et de la familiarité, qui est très souvent une familiarité sociale, avec certains marchés, certaines situations qui sont les plus publiques, les plus valorisées socialement,
qu'on va identifier au bon parler. Alors, je pensais que j'étais le capitaine Haddock parce que je suis spécialiste des insultes. Je découvre que je suis les Dupont. Je vais partir d'une petite anecdote et qui illustre tout à fait les mécanismes d'insécurité linguistique et d'hypercorrectisme. Le 1er avril 1994, je m'en souviens, 1er avril, je défendais ma thèse de doctorat et il y avait un gratin de linguistes, Bernard Cerchilini, Marc Wilmet. Et puis à un moment, dans l'échange, je dis « Je me suis permise de... » Et je vois les yeux des linguistes devant moi qui me regardent, un air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle dit ?» Alors, je me suis remise à parler. Je ne sais plus exactement si après, je crois que j'ai dû perdre mes couleurs ou en prendre beaucoup. Par la suite, j'ai lu un article d'une linguiste que j'aime beaucoup et que je trouve qu'on a un peu mis de côté parce que, justement, elle était peut-être un peu vulgarisatrice, novatrice. C'est Marina Jagello. Qui, dans les années 70, alors c'était une angliciste, donc elle était déjà sensible aux questions de genre qui venaient du domaine anglo-saxon. Elle a écrit Le sexe des mots, Les mots et les femmes. Elle a aussi écrit Alice au pays du langage. Elle était spécialiste aussi de pas mal de langues africaines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle fait des bijoux dans un pays d'Afrique. Elle écrit des bouquins là-dessus, hein, quoi, la linguistique mène à tout. Et elle avait écrit un article très sérieux, justement, qui partait d'une anecdote. Elle disait... j'ai une amie qui m'a téléphoné, une amie universitaire, et qui me dit « je me suis permise ». Elle dit « pourquoi ?» Elle fait cette faute, et elle dit surtout « c'est une faute qui s'entend ». Et puis elle rappelle la règle qu'on a tous et toutes appris, qui était de... Vous savez, quand on disait la cerise que j'ai mangée, « oh, mais on n'entend pas, donc on va mettre la cerise que j'ai prise ». Et donc là, on entend. Elle dit donc, quand c'est audible, normalement, on ne doit pas faire la faute. De plus, dans l'évolution... de la langue, on accorde de moins en moins en fait les participes passés. Mais comme on est une femme, on a tendance évidemment aussi parfois à surmarquer le genre. Et elle remarquait aussi que c'était dans des situations de femmes qui avaient un niveau d'études élevé, qui connaissaient la règle, donc typiquement un peu la question d'hypercorrectisme. Je connais la règle, je sais qu'en fait elle est valorisée, comme tu as dit avec... faire les bonnes liaisons et pas les liaisons dangereuses. Elle est valorisée, mais je vais la faire là où il ne faut pas, parce qu'il y a aussi une analogie entre, je vous ai dit, je me suis remise à parler, ok, parce que là on est dans l'accusatif, mais je me suis permise, non, c'est le datif. Et elle disait, peut-être que cette faute deviendra l'usage, comme souvent d'ailleurs dans l'hypercorrectisme. Et si maintenant vous devenez attentif et attentive, vous allez voir que soit vous la faites, soit vous allez l'entendre. Moi, je l'entends au moins une fois par jour, et notamment, comme tu disais, à la radio, parce que là, c'est vrai qu'on est dans une certaine insécurité. Et ça, il y a une chose qu'il faut savoir, vous ne parlez pas comme vous pensez que vous parlez. Souvent, quand on parle de certaines manières de parler, de s'exprimer, des gens me disent « Ah, moi, non, jamais !» Eh bien, au fait, enregistrez-vous. C'est la seule manière de savoir, parce que vous croyez que vous n'employez pas certaines tournures que vous employez, et nous aussi, c'est bien la même chose. Alors, cette question-là, c'est la question de la norme, la question de la faute, la question de la variation va poser la question de la norme, de l'idée qu'il y a d'ailleurs une norme, comme il y aurait une langue française, et qu'il faudrait respecter la norme. Si on revient sur cette idée de norme. Oui. C'est norme et imaginaire. La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, si voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle. La langue française est une femme imaginaire. La grammaire est aussi une femme. À l'époque médiévale, on la représente avec un grand couteau castrateur. Bon, après, il y a eu plutôt beaucoup de grammairiens. Alors, par rapport à cet imaginaire et aux normes, on a en effet, on va avoir le ou la linguiste qui décrit, le grammairien et quand même des grammairiennes. Marina Jagello, dont je vous ai parlé, elle a par exemple écrit une grammaire, qui lui va prescrire, et le ou la puriste qui sommeille en chacun et chacune de nous, qui va proscrire. Alors, parfois ça se recoupe. Il y a un éternel grammairien qui sommeille dans tout linguiste, comme je l'ai dit, un puriste qui sommeille en chacun de nous, et heureusement des linguistes qui sommeillent dans les grammairiens. Alors,
comment se construisent les normes alors que le public a en général envie d'une norme. Hein, quand on dit, voilà, il y a plusieurs féminins, oui, mais madame, c'est lequel le bon? Hein, on peut utiliser le subjonctif ou l'indicatif dans cette tournure. Oui, mais c'est laquelle la bonne forme? Hein, on a une obsession parce qu'on n'aime pas ce qui change, en fait. Hein, on a quelque chose comme ça où on a envie que les choses... parce que sinon, c'est de l'apprentissage en plus. On va devoir apprendre de nouveaux mots, de nouvelles règles, etc. Et il y a des obsessions puristes qui s'appuient évidemment sur des normes. Alors, les obsessions puristes, c'est les bonnes et les mauvaises manières lexicales, hein, les mauvais mots, les mots moches et les beaux mots. Alors évidemment, moi je caricature toujours en disant c'est clair que liberté est plus beau que vomi. Mais c'est par rapport à la réalité que ça recouvre. C'est pas les voyelles, c'est pas le son de ces mots qui les rendent plus ou moins beaux. La richesse lexicale que tu as abordée, combien dans son compte en banque de mots on doit avoir, hein. Il y a quand même des études qui ont été faites à un moment pour dire qu'on a plus ou moins entre 8 000 et 15 000 mots. C'est le français courant, ça ne va pas non plus être les mots rares et chers. Évidemment qu'on ne va pas utiliser amphigourie comme un des mots les plus courants de la langue. Alors, dans les obsessions aussi, et j'imagine que tu es souvent confronté à ça, un dîner où, oh, l'étymologie, tu dois connaître l'étymologie de tel mot. Ben non, je ne suis pas un dictionnaire ambulant. Il y a un truc anthropologique, hein, d'amour des mots primitifs, alors qu'en tant que linguiste, on sait qu'il y a une dynamique du sens et que les mots changent de sens. Et puis, il y a le plurilinguisme. C'est vrai qu'on aime beaucoup le fait que les gens soient polyglottes. Alors, dans la question des normes, bien au pluriel, il y a une linguiste qui s'appelle Anne-Marie Oudebine qui a développé un petit système en disant, en fait, il y a des normes objectives et des normes subjectives. Mais on les possède tous et toutes. Les normes objectives, c'est par exemple le système de la langue, l'ordre des mots. En français, on met le déterminant avant le nom. Ça, hein, alors on peut, évidemment, dans certaines licences poétiques, peut-être jouer avec ça, mais voilà, ça, c'est plus ou moins objectif. On a les normes d'usage, où on peut compter statistiquement. On va dire, tiens, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que le mot autrice commence à détrôner le mot auteur qu'on utilisait à partir des années 80. Ça, c'est statistique. Normes objectives. Les normes subjectives, maintenant. Les normes subjectives, elles sont justement dans les normes évaluatives et sur les variations. Est-ce qu'il y a une variation qui est meilleure que l'autre ou une qui est plus folklorique que l'autre? Les normes fictives, alors fictives, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont bien ancrées en général. Et c'est là qu'on va retrouver les normes esthétiques, la belle langue, les normes historiques, parce que l'histoire, on peut lui faire dire aussi, on peut avoir des arguments historiques dans un sens comme dans l'autre, et puis est-ce que c'est un argument de dire, oui, autrice existait déjà au 5e siècle, alors c'est mieux de l'utiliser? Oui, peut-être pour un puriste, ça aura un effet, mais sinon, objectivement, ça n'en a pas. Vous avez aussi les normes morales, qui sont dans les normes fictives. Et puis vous avez les normes prescriptives, donc ce qui doit se dire, ce qui ne doit pas se dire. Sur Internet, ça, les grammeurs nazis, vous en avez beaucoup, et ils vous renvoient toujours, va voir ton Becherel, et va voir ton dictionnaire, va demander à Maître Capello, c'est comme Maître Capello, alors les jeunes, ils ne savent plus, on pourrait dire Julien Lepers, qui a aussi écrit sur la langue. Puis on a des normes communicationnelles, on s'adapte en fonction de la communication. Tantôt on va utiliser un prénom, tantôt on va utiliser un autre terme d'adresse. Il y a des variations là aussi. Et puis les normes identitaires, c'est les normes culturelles qui sont ancrées. Et la difficulté, terminait Anne-Marie Oudebine, c'est évidemment que ces normes subjectives, elles sont très ancrées. Et quand quelque part on touche à la langue, c'est toutes ces normes subjectives qui vont sortir et pas l'objectivation des normes. Alors, nous, ce qu'on voudrait vous pousser à faire, c'est justement reconsidérer la notion de faute. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, n'importe comment, mais comme le disait Laurence Rosier, est-ce que c'est pas quelque chose que tout le monde a eu? Vous voyez, par exemple, vous écrivez sur Internet, sur un réseau social, tout un long argumentaire, et on vous dit juste, il y a une faute là. C'est très, très énervant quand même, et vous avez envie de répondre, et par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport au fond, qu'est-ce qu'il y a? Et souvent, les gens qui vous disent, il y a une faute là, d'un ton très docte, ne vont pas forcément pouvoir dire pourquoi. Si on demande pourquoi est-ce que c'est une faute? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, me dire pourquoi? Souvent les gens vont dire parce que c'est comme ça, ou vous renvoyez à une référence un peu obscure, un peu lointaine. Alors que quelquefois, pas toujours, mais quelquefois,
il y a une petite histoire derrière la notion de faute, et quelquefois, la notion de faute, elle peut renvoyer à une norme, à une règle qui est logique, qui est compréhensible, qu'on peut accepter, mais quelquefois, ça renvoie à une règle complètement arbitraire à laquelle on pourrait préférer une règle logique. Pour vous donner un exemple concret, voilà, récemment, là, Grabardesi, quelque chose qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, l'abréviation de monsieur et M. Bienvenue à Monsieur Dupont, évitez donc le M avec le R, qui serait Mister, issu de l'anglais. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Okay, en réalité, c'est faux. Parce que si, déjà vous remarquerez qu'on arrive à lire Monsieur Dupont et pas M. Dupont, ça veut dire que finalement, on arrive à lire certaines variations typographiques, et que quand on nous dit que le point médian est lisible, là, vous lisez bien Monsieur Dupont et pas M. Dupont, mais bon, ça c'est une parenthèse. Pour revenir à cette histoire de Monsieur Mister, si ça venait de l'anglais, c'était à cause de l'anglais. Pourquoi est-ce qu'on écrit Monsieur souvent avec un R, effectivement, et pas Mrs. et pas Miss? Pourquoi est-ce que ça serait contaminé, pour reprendre la métaphore, qu'un et pas les autres? En réalité, pourquoi est-ce qu'on écrit, beaucoup de personnes écrivent encore M avec le R, et vous le voyez à des moments dans certains journaux ou sur certaines portes, à la Sorbonne par exemple, il va y avoir M avec un R. C'est une règle d'abréviation assez logique. Ça prend le début et la fin du mot. Vous voyez, le M et le R de monsieur. Comme pour madame, ça prend le début et la fin de madame, d'accord, avec un petit M au milieu. Comme pour maître, c'est abrégé souvent en ME, maître, d'accord. Comme pour docteur, c'est abrégé en DR. Donc finalement, est-ce que c'est un horrible truc contemporain qui vient de l'anglais? Alors c'est pas contemporain, ça c'est faux. On a des traces depuis très longtemps. Il y a peut-être effectivement un lien de familiarité avec l'anglais, mais en tout cas, il y a une autre norme logique qui est celle de prendre le début et la fin du mot. Donc finalement, est-ce qu'écrire MR pour monsieur, c'est une faute? Ça paraît presque plus logique que le M avec le point. Moi, je ne vous dis pas d'écrire absolument MR, d'accord? J'ai pris l'habitude, on me l'a enseigné, d'écrire le M avec le point, mais quand on vous dit c'est faux, ça vient de l'anglais, etc. Est-ce que quand beaucoup de gens font quelque chose, quand beaucoup de gens ont une manière d'écrire ou de parler, est-ce que c'est vraiment toujours qu'ils sont bêtes, ignorants, qu'ils ne connaissent pas la règle? Est-ce qu'il n'y a pas une autre logique derrière? Il y a un linguiste, Henri Frey, qui avait fait une grammaire qu'il avait appelée de manière provocative la grammaire des fautes, en cherchant justement comme ça un peu les logiques derrière certaines fautes. Pareil, donc on avait fait un article un peu provocateur avec Maria Candéa sur les prépositions, pour montrer que ça peut être intéressant, les prépositions. Aller chez le coiffeur, mais aller aux putes. Pourquoi est-ce que certains qui vont... D'ailleurs, certains, c'est les mêmes qui vont faire des tribunes pour réclamer le droit d'aller aux putes avec cette formule-là. Et qui font la une des Figaro. C'est ça. Mais vont dire, vous voyez, si vous dites « aller au coiffeur », ce serait une horrible faute. Il faudrait dire « aller chez le coiffeur ». Donc... Bon, il y a peut-être, c'est une règle qui peut s'entendre, mais il y a une explication. Pourquoi est-ce qu'on va dire souvent aller au coiffeur? Chez, au départ, à l'origine, étymologiquement, pour parler un peu d'étymologie, c'est casa, c'est la maison. D'accord? On pourrait dire qu'on pourrait réserver la préposition aller chez mamie, aller chez moi quand on se rend vraiment dans l'habitation de quelqu'un, et qu'il y aurait une certaine logique à dire aller au coiffeur quand vous allez bien chez quelqu'un qui va vous couper les cheveux, enfin en tout cas, pour le coup j'ai dit chez quelqu'un, quand vous n'allez pas chez lui, dans son habitation, mais quand vous allez pour vous faire couper les cheveux. Donc est-ce que c'est vraiment une faute ou est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique derrière l'usage de ces variations? Ce qu'on voudrait vous pousser à faire, ce qu'on voudrait pousser les gens à faire, c'est justement à oser s'interroger. Au lieu d'être tout le temps dans l'angoisse de faire l'erreur, au lieu de vouloir se cramponner à une norme, même si encore une fois, je comprends ce réflexe, et comme le dit Laurence Rosier, on l'a toutes et tous, est-ce qu'on ne pourrait pas quelquefois se permettre d'interroger, de se demander pourquoi? Et souvent, on apprend des choses sur la langue, sur son usage, et nous, on a bien à apprendre des choses. On peut se permettre d'interroger la norme, on peut se permettre d'interroger l'orthographe. Bon, là, pour le coup, on ne va pas trop en parler parce que vous avez nos collègues qui vont enchaîner là-dessus pour le faire mieux que nous. Mais voilà, en fait, on a le droit d'interroger la langue, on a le droit de se demander ce qui est le plus logique, ce qui est le plus utile quand on cherche à communiquer. Et
si vous y réfléchissez, quand on apprend la langue, on est souvent dans des attitudes assez contradictoires. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, nous-mêmes on est enseignantes. On va nous apprendre à la fois dans certains domaines, les domaines par exemple littéraires, à jouer avec la norme. On va nous apprendre que le style, la figure de style, c'est l'écart, d'accord, d'avec la norme. Et en même temps, on va nous apprendre qu'il faut absolument la respecter. C'est un peu schizophrène dans cette attitude-là. En gros, si t'es Flaubert, t'as le droit, mais sinon, t'as pas le droit. Alors que Flaubert lui-même a eu beaucoup de critiques sur son style, qui a à un moment été jugé un très mauvais style. Mais comme ça a été dit, j'ai travaillé sur Balzac. Balzac, maintenant, c'est censé être le parangon de la littérature française. Sachez que quand il écrivait, on lui disait quand même, son éditeur lui disait « Mon cher Balzac, vraiment, votre style me donne des érections de boutons ». Et lui parlait des écuries d'Augias de son style en disant « Ah, c'est vrai, je sais que j'écris mal, etc. » Donc, comme quoi, à des moments, même ces normes-là, elles peuvent évoluer. Par exemple, aussi, la question du lexique. Alors, on en parle souvent sous l'angle de la féminisation. Laurence Rosier évoquait la question d'autrice. Est-ce qu'il faut se référer à des arguments dans l'histoire de la langue pour mettre un nouveau mot en usage ? Quelquefois, les gens ont peur d'inventer des mots. Vous avez tous entendu la phrase « Pour savoir si un mot existe, regarde dans le dictionnaire ». C'est l'inverse. Il faut d'abord qu'un mot existe pour qu'un dictionnaire l'enregistre. Et un mot existe parce qu'on l'invente. Il ne pousse pas sur des arbres, les mots, d'accord ? Donc, il faut qu'on l'invente pour que ce soit enregistré dans le dictionnaire. Je voulais vous donner un exemple très concret et peut-être moins rigolo, mais il y a un débat qui revient souvent en français, mais dans pas mal de langues. C'est l'absence de mots pour les personnes qui ont perdu un enfant. Il y avait notamment des associations qui avaient proposé le terme de parange, parent et ange, et qui avaient demandé, qui s'étaient un peu frité avec d'autres associations qui trouvaient que le terme était soit trop catholique, soit trop galvaudé. Mais en tout cas, il y a cette demande d'un mot. Et cette demande, elle s'est exprimée par soit, alors il y a eu quelque chose qui a été déposé par l'Assemblée nationale, par une députée, Mathilde Panot en France, qui demandait au lexicographe d'enregistrer le terme parange. Il y a eu des associations qui ont demandé à l'Académie française de leur trouver un mot. Ça ne marche pas comme ça, au fait. C'est aux personnes qui, justement, ont besoin de ce mot et veulent utiliser ce mot, c'est à elles de proposer des mots, d'en inventer, de trouver le mot qui va correspondre à leur expérience, sachant qu'il n'y aura pas un mot qui conviendra à tout le monde, d'où certains qui vont réclamer le terme parange et d'autres qui vont dire « mais pas du tout, ça ne correspond pas à mon expérience ». Et c'est une fois que ces mots-là seront en usage, et ça commence par exemple sur les forums de discussion autour du deuil, que les lexicographes vont pouvoir les intégrer dans leur dictionnaire. Mais ça, je trouve que c'est vraiment un exemple, vous voyez, d'un besoin où il ne faut pas attendre que ça passe par l'Assemblée nationale. L'amendement de Mathilde Panot n'était pas crédible. On va pas, c'est pas la loi qui décide, c'est pas l'Assemblée nationale qui dit à des lexicographes intégrer tel ou tel mot. C'est pas l'Académie française qui va en inventer un. Laissez-les déjà finir leur dictionnaire. Donc il faut, ça doit venir des gens, ça doit venir de l'usage, et c'est comme ça qu'un mot va pouvoir être entériné. Et donc il faut oser inventer ce mot. Oui, je voulais justement dire sur la question du deuil, parce qu'en fait, orphelins et veufs existent. C'est-à-dire que quand on perd des personnes qui ont un intérêt pour succession, héritage, etc., le droit à nommer. Et un autre mot qu'on voit circuler, c'est désenfanter. Voilà, donc c'est en effet de la lexicographie spontanée, en fait. Oui, et ça montre l'évolution aussi des besoins, des évolutions de société, sans doute, du rapport au deuil d'un enfant. Oui. Et ça montre aussi, effectivement, si vous voulez inventer un mot, il faut le mettre dans une phrase, par exemple. Est-ce que vous pouvez en faire un verbe, un nom ? Si vous voulez inventer un mot, il ne faut pas l'inventer tout seul. Il faut essayer de le mettre en usage. Comment vous diriez ? Est-ce que je suis désenfanté ? J'ai subi un désenfantement ? Je suis parent ? Vous voyez, mettez-le dans un usage. Qui a aussi c'est ça. Voilà. Mettez-le dans des usages. Et vous verrez si ça fonctionne. Là, c'est vraiment un exemple du fait qu'il faut que ça vienne des usagers, des usagères eux-mêmes, pour que ça rentre. Alors, juste, je voulais dire quelque chose par rapport à la norme. Maintenant, on voulait vous parler, bien entendu, de comment faire bouger la norme. Je voulais aussi vous dire qu'on a conscience que c'est difficile de faire bouger une norme. Je pense encore une fois aux personnes qui sont en situation d'enseignement, qui, quelquefois, se retrouvent justement à répéter une position un peu éclaté, où à la fois vous devez enseigner la norme, vous devez souligner en rouge quand il y a des fautes d'orthographe, et en même temps vous devez pousser à la créativité, à l'expressivité, que ce soit une expressivité littéraire, stylistique, que ce soit une créativité personnelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on est entre les deux comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on a envie, pour dire des cas concrets, par exemple, de promouvoir des formes féminisées ?
mais qu'on sait que ça peut être mal perçu, que ça peut être stigmatisé dans certaines situations. Je pense vraiment que c'est important de souligner que dans ces cas-là, il ne faut pas y aller tout seul. On ne fait pas bouger non plus une langue tout seul. Ça doit venir de collectifs. C'est des évolutions qui doivent être collectives et c'est normal aussi de devoir s'adapter à des situations. Typiquement, moi, je n'ai pas le même rapport à la langue suivant mes situations de communication. Est-ce que là, vous vous mettez en danger ? Est-ce que vous êtes prêt à assumer de la part de votre interlocuteur ou interlocutrice telle réaction de stigmatisation ou pas ? Est-ce que vous êtes tout seul ou pas ? À quel moment vous tentez quoi ? Et j'insiste sur le fait qu'il vaut mieux ne pas y aller tout seul et que c'est normal de s'adapter à des situations différentes. Très concrètement, moi je suis enseignante et je n'aurai pas le même rapport à la langue, même dans mon enseignement, quand j'enseigne à des licences 1, à des personnes qui passent les concours d'enseignement, quand j'enseigne en détention, où là le but n'est pas du tout, enfin ça dépend des moments, parce qu'à des moments il y a des diplômes à passer, mais le premier but est juste de réconcilier avec l'expression écrite. Dans ces cas-là, moi j'ai des personnes qui ont juste intégré l'idée que la langue c'était pas pour eux, l'école c'était pas pour eux, bah là j'ai pas du tout envie de souligner en rouge quand ils se mettent finalement à écrire. D'accord ? Mais dans d'autres situations, je comprends que ce soit normal de le faire. Donc, on ne veut pas avoir un discours abstrait en vous disant c'est très facile de faire bouger la norme. Il y a des résistances qui sont quelquefois très fortes. Et comme tout combat un peu de société, ça doit être un combat collectif. Mais on va quand même vous proposer donc quelques pistes. Donc, dans ce livre sur la riposte, c'est la riposte par la langue et le discours, c'est-à-dire que ça va de riposter en grammairienne, mais on n'est pas nécessairement une grammairienne patentée, riposter avec vulgarité, un peu malmener la langue. Et je parle aussi d'un sujet que Leïla a pointé, qui est la création lexicale. Alors, c'est assez marrant parce que, par exemple, les enfants, ils sont très créatifs. Hein, et d'ailleurs, on aime bien, en tant que parents, noter tous leurs mots d'enfant qui disparaîtront. Hein. Oh là, j'ai un peu de saigne, me disait mon fils. Et je disais, mais non, c'est du sang. Non, saigner, c'est saigne. Bah oui, hein, donc il y a toujours évidemment quelque chose de logique. On a aussi nos mots de la famille. Vous voyez, les mots qu'en fait on se comprend juste entre soi. Moi, je me souviens que dans ma famille, par exemple, pour caresser de façon un peu comme ça les chats, on disait smoocher les chats. Mais évidemment, si on utilisait ce terme en dehors, ben, personne ne le comprenait. Et il y a aussi un enjeu politique, parce que qui peut créer les mots ? On a l'impression que c'est les terminologues ou les lexicographes. Les lexicographes ne créent pas les mots. Ils regardent les usages, ils se disent « Tiens, bon, c'est plan cul, ça peut rentrer dans le dictionnaire. » Alors ça fait un tollé, évidemment, parce que ce sont des mots qui sont vulgaires. Mais je voulais aussi mettre en avant l'idée que souvent on se dit « Bon, occupez-vous plutôt de choses plus sociales, plus économiques, parce que la langue, c'est quand même un truc de lettrés, d'érudits, de privilégiés. » Eh bien, à Bruxelles, on a le syndicat des immenses. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'acronyme c'est « Individus dans une mer de matériel énorme, mais non sans exigence ». C'est un groupe de pression et d'action qui lutte pour les droits décents chez soi. Et ils ont fait, et ils font, avec donc les personnes en précarité, un thésaurus qui leur permet finalement de faire des mots d'empouvoirment. Par exemple, l'autruchisme désigne la propension à appliquer la politique de l'autruche. C'est pas mal, hein ? Le calmer... attendez, c'est quoi ? Le calme nerveux. Ça, ils disent, c'est quand une assistante sociale nous dit de nous calmer, alors qu'on est un peu énervé parce qu'on a passé la nuit dehors. Calme-nerve-toi pas, hein ? Vous voyez, ce genre de choses. Le burn-in, c'est un burn-out de rue. Alors en plus, il y a de l'humour. Et donc là, on voit, par rapport à ce que tu disais, qu'il y a des initiatives qui sont collectives, évidemment, avec un projet politique, mais qui passent aussi par une réappropriation de cet aspect ludique du langage que souvent, quels sont ceux et celles qui peuvent s'amuser avec le langage ? C'est San Antonio et voilà, lui il peut dire la baisance, baiser avec aisance, c'est marrant, mais si vous avez quelqu'un qui dit, si on disait auteur comme forme non binaire, cette personne va recevoir évidemment 150 000 commentaires haineux pour dire que Yel a touché à la langue française. Alors rapidement, pour pas trop dépasser, voilà, puisqu'on l'a un peu déjà évoqué, comment combattre l'insécurité linguistique ? Déjà comprendre comment la langue fonctionne, comment la norme fonctionne. Moi, je ne crois pas trop aux 10 trucs et astuces rhétoriques. Il y a souvent des journalistes qui m'appellent en me disant est-ce que vous pouvez nous donner 10 trucs, astuces rhétoriques pour mieux parler ? Vous savez, mettre un glaçon dans la bouche, faire ceci, cela, se dire attends, c'est quoi déjà la figure de style si je lui réponds par un hypalage voilà, maintenant. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'effectivement, ça se fait en pratique, ça se fait dans des collectifs.
Je vous encourage, ça peut être n'importe quel type de collectif, des syndicats, des associations, politiques ou non, mais apprendre à prendre la parole dans des espaces un peu, vous voyez, semi-privés, semi-publics, où on est en groupe, mais pas encore dans un groupe trop exposé, tout simplement, à apprendre à donner son avis, à participer à une discussion. C'est une excellente formation pour essayer peut-être plus tard de la prendre en public. Et puis pour finalement pouvoir associer la parole et les gants de boxe. Mais quand même, alors pour finir sur une note, peut-être on pourrait finir sur ça ou sur ça. Si vous voulez, on reviendra à l'image d'avant pour pas terminer sur quelque chose de trop déprimant. Je voulais quand même rappeler que tout ce dont on parle là ne doit pas nous faire oublier la question des moyens de production. Parce qu'on parle souvent de reprendre la parole, de qu'est-ce qu'on dit, de le dire. Effectivement, c'est très important. Mais qui médiatise, qui diffuse, qui reçoit ? D'accord, si vous prenez la parole tout seul dans la rue, il y a peut-être certaines personnes qui vont venir vous écouter, tant mieux, je vous le souhaite. Mais quand même, cette question de la diffusion, de la réception, de la validation de la parole, elle passe par des moyens de production. Et on est quand même dans une situation, on l'a vu avec tous les débats autour de Twitter X et d'Elon Musk, où par exemple, il y a tout un immense réseau social qui est la propriété d'un seul individu, qui peut décider d'en faire ce qu'il veut, au lieu d'avoir des réseaux sociaux publics. Je vous ai mis aussi Vincent Bolloré, qui récupère de plus en plus de médias, de canaux de diffusion, de librairies. Et je vous ai mis à côté, au contraire, le logo des librairies indépendantes. Cette question de qui possède les moyens de diffusion, elle est aussi vraiment importante. Et justement, il ne faut pas se réfugier derrière une vision de la rhétorique, vous voyez, comme brillante, parce qu'elle est brillante, qui s'imposerait. Si on ne nous donne pas la parole, si on ne prend pas la parole, mais si on n'a pas les moyens de diffusion de cette parole, elle ne pourra pas fonctionner toute brillante, aussi brillante soit-elle. D'accord ? Et c'est pour ça que se battre pour l'accès à la langue, c'est aussi se battre pour ses moyens de diffusion. Et quand on parle du français menacé, par exemple, vous voyez, certains journaux réactionnaires comme Le Figaro vont tout le temps prendre langue du mot, du lexique. Mais on pourrait peut-être parler, par exemple, des moyens de traduction. En France, on a le CNL, le Conseil national du livre. Quelles langues sont traduites, par exemple ? Dans quelle autre langue ? Quels moyens il y a pour la traduction ? Ça peut être du français, mais de d'autres langues. Ça, ce sont des questions très concrètes qui sont bien plus importantes à des moments pour l'avenir de la langue que tel ou tel mot de lexique qui ferait polémique individuellement. Je vais quand même vous mettre ça pour terminer. C'est quand même mieux de voir Laurence Rosier qu'Elon Musk. Mais avant de terminer, quand même, je voudrais dire que le travail de chroniqueuse que fait Leïla avec une vulgarisation sur des mots qui ont un impact sociétal est pour moi une manière de riposte. Tu es dans mon livre d'ailleurs. Et dans ces questions de riposte, aujourd'hui, il y a des concours d'éloquence, il y a Eloquentia, il y a Réciproque qui essayent justement d'apprendre des modèles rhétoriques parfois alternatifs par rapport à ce qui existe pour une reprise de la parole collective. Et je vais le mettre maintenant aussi. Leïla Véron vient à l'ULB du 7 au 11 avril. Elle occupera la chaire Tassier. Et donc, venez, il y a encore des places, on peut réserver en ligne. Et voilà, on se réjouit de la recevoir. Et je suis très heureuse aussi qu'elle m'ait demandé de fonctionner en duo avec elle aujourd'hui. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là, mais on va avoir un moment pour échanger avec vous, et j'espère que vous allez échanger avec nous, parce qu'on vous a fait quand même 40 minutes pour vous dire que c'était important de prendre la parole, qu'elle circule. Donc, s'il vous plaît, ne nous laissez pas toutes seules maintenant. Dans ce que j'ai entendu ou compris, en tout cas, il est bon de réinventer, d'interroger, de donner son avis, de modifier. Mais alors j'ai une question pour la suite, c'est comment se mettre d'accord, parce qu'une langue, c'est quand même un usage collectif, que si chacun y va de sa petite sauce, de sa petite façon qui lui convient tout particulièrement, comment on fait alors pour bien se comprendre, bien communiquer quand ça devient trop différent les uns par rapport aux autres? C'est une question. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est pour ça qu'on insistait sur le fait que ça doit être collectif. Effectivement, ce ne sont pas juste des changements individuels. Pour vous répondre très concrètement, pour qu'un nouveau mot s'impose, si vous êtes la seule à le lancer, il ne s'imposera pas. Il faut qu'il soit repris par d'autres personnes, compris par d'autres personnes. Effectivement, si vous inventez juste un langage secret toute seule, ça ne fonctionnera pas. Donc le principe, c'est que pour qu'une langue fonctionne, il faut qu'elle soit parlée, il faut qu'elle soit
appropriées par différentes personnes. Donc, bien entendu, il faut que ce soit collectif. Ce qu'on veut simplement dire, c'est que s'il y a certaines variantes, à un moment, ce n'est pas grave. Il peut y avoir des variantes qui coexistent, que ce soit à des moments du point de vue du vocabulaire et de l'orthographe, et au fil du temps, souvent, une variante l'emporte. Laurence Rosier donnait par exemple l'exemple de la féminisation des mots. Effectivement, souvent, on nous demande des guides très précis. On nous dit, est-ce que c'est auteur avec un E? Est-ce que c'est autrice? Nous, on dit, ça dépend. Est-ce que vous avez envie de le marquer juste à l'écrit? Est-ce que vous avez envie de le marquer aussi à l'oral? Et les gens nous disent, oui, mais c'est quoi la bonne forme? Et on est, encore une fois, ça dépend aussi de vos interactions. Est-ce que vous voulez être un peu discret, par exemple, discrète dans la manière féminisée, un peu plus forte? Et finalement, souvent, il y a une forme qui l'emporte. La autrice a l'air de l'emporter. Vous voyez, c'est comme ça. La forme qui finalement a été jugée collectivement, peut-être, la plus compréhensible, la plus appropriée, elle va l'emporter à un moment, et à un moment, elle peut aussi s'en aller. Pour vous donner un autre exemple, quand il y avait eu le Covid, l'Académie française avait dit, longtemps après la mise en usage, qu'il fallait dire la Covid. Pour une fois, il y avait une argumentation, une féminisation, bref, il y avait beaucoup de débats. Tout simplement, les gens avaient pris l'habitude de dire le Covid, c'est resté le Covid. D'accord? Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter quand certaines personnes lancent des formes qui vous paraissent incompréhensibles. Si elles le sont vraiment, elles resteront limitées et elles vont finir par disparaître. La créativité, c'est un des mécanismes d'approche de l'appropriation qui peut aussi apparaître d'un point de vue ludique et individuel, mais après, on est dans la variation et la communication. Et pour moi, par exemple, quand on parle d'inclusif, c'est une communication respectueuse. La communication, c'est entrer avec l'altérité. Quand on parle avec une personne qui, par exemple, parle une autre langue, on va essayer de s'ajuster. Et donc, ça, ce sont des régulations sociales. Alors évidemment, je comprends en effet, Leïla le disait, quand on est prof, on est aussi rattrapé par les parents, par les autres membres du corps enseignant, parce qu'on est comme ça le gardien ou la gardienne de la norme, et donc c'est parfois compliqué, évidemment. Mais encore une fois, ça va souvent se réguler de soi-même. Et c'est aussi le principe d'une langue, d'avoir à la fois des variations et effectivement aussi quelque chose de régulier, de commun, pour qu'on puisse se comprendre. Mais c'est des choix de communication. Je prends l'exemple de la féminisation parce que c'est le plus facile, mais est-ce que vous voulez faire exprès, par exemple, de prendre des formes un peu radicales? Est-ce que vous voulez faire exprès de choquer, voire de complexifier, voire de confronter l'autre à des formes qui vont être difficiles à comprendre? Ou est-ce que vous voulez prendre, par exemple, une féminisation bien plus discrète? Ça dépend de ce que vous voulez faire aussi, de l'effet que vous voulez faire. Ça dépend de la situation de communication, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs outils, parce qu'on ne veut pas toujours faire le même effet, suivant à qui on s'adresse et suivant les situations de communication. C'est aussi ça qui est dommage, quand on dit il y a une norme, il y a une forme. Attendez, on a plein d'interactions. Est-ce que vous avez toujours envie de faire exactement, d'avoir la même relation interlocutive avec tous les gens qui vous entourent? Non, j'imagine que non. On a envie d'avoir plein de relations différentes, plein d'effets de sens différents, et autant utiliser toute la boîte à outils de la langue pour ça. Moi, j'ai ici un micro et je suis tout à fait d'accord avec cette idée de la créativité et de la promouvoir dans nos classes, surtout en la privilégiant par rapport à toute la place qui est laissée et qui est mangée, on va dire, par ce que prend la grammaire et les normes. Et justement, il y a une norme qui pose un vrai problème, et j'avais lu d'ailleurs tout ce qui a été écrit sur cette question de supprimer l'accord du participe passé avec avoir, et j'aimerais savoir ce qui bloque. Pourquoi est-ce que... Parce que je crois qu'il y a vraiment un consensus des linguistes, en tout cas, et pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? Et pourquoi Monsieur Van Ramdonk n'est pas dans la salle? Pas encore, parce que c'est lui l'un des spécialistes, avec d'autres linguistes, en effet, comme vous l'avez dit. Excuse-moi, je prends... alors, les résistances, je ne sais pas aujourd'hui vraiment quelles elles sont, mais on a l'impression qu'il y aura de toute façon, comme toujours, quand on touche à la langue et à la grammaire, un tollé. Il y avait aussi, moi, à l'époque, je me souviens, c'était la francophonie étendue, parfois, qui n'était pas d'accord en disant vous allez nous donner un ersatz de langue, et donc pourquoi toucher à quelque chose qui est symbolique, qui nous a demandé de l'effort, et aujourd'hui, en fait, ça serait un appauvrissement de la pensée, etc. Donc, quand on fait une politique linguistique, on sait qu'on doit vraiment faire attention. Alors, peut-être que le combat contre l'écriture inclusive, j'ai entendu des gens qui disaient ouais, plutôt de vous occuper de ces trucs de genre là, occupez-vous de l'accord du participe passé qu'il faudrait. Alors peut-être qu'on a une brèche.
Bon, de façon un petit peu... C'est des stratégies. Mais c'est vraiment cette sensibilité. Alors, je suis contente que voilà, des enseignants et des enseignantes réclament ça. Tous et toutes ne le réclament pas. Il y a aussi toujours la question, c'est pour ça que comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on présente ça. Dès qu'on parle d'évolution, les gens vont penser appauvrissement, nivellement par le bas. Alors qu'il faudrait penser qu'à des moments, mais ça nos collègues vont le montrer aussi par exemple pour l'orthographe, que l'évolution est une rationalisation aussi, qu'elle est plus logique. C'est vraiment important dans la manière dont on présente les choses. Si vous présentez des nouvelles formes comme une dégradation par rapport à quelque chose qui était complexe, subtil, intéressant, bah forcément, ça va entraîner des réactions outrées, ce que je comprends très bien. Si vous présentez cette évolution comme une rationalisation, qu'elle soit logique, qu'elle soit quelquefois étymologique, ça va faire un effet différent, même si ça ne marche pas toujours. Par exemple, l'exemple du mot nénuphar, quand il y avait eu la réforme de 90 qui disait de l'écrire avec un F, les gens disaient « Comment ça ? On va oublier le PH et l'étymologie grecque alors ?» Et on a dit « Mais c'est pas grec. En réalité, ça vient du perse. C'est l'Académie française qui a fait une erreur à un moment en voulant faire genre que tous les mots venaient du grec. Je caricature, mais c'est quand même un peu l'idée. Et rajoutant des PH partout. Donc en réalité, si vous voulez vraiment respecter l'étymologie, si vous adorez l'étymologie, écrivez avec un F. Et quelquefois, on a beau dire ça, on fait « Ouais, quand même. Oui. Quand même. » Donc, c'est plus beau avec un... Donc, c'est ce qu'on disait, il y a un attachement à ces formes-là qui est difficile à combattre, malgré quelquefois tous les arguments logiques qu'on peut donner. Mais je pense que le Conseil de la langue va plancher là-dessus. Maintenant que le guide sur l'inclusif est fait, on a du temps, ils ont du temps pour s'attaquer à ce gros morceau. Oui, là, il y a un bras levé. Ah, là, non, excusez-moi. Excusez-moi. Non. Bonjour. Je voulais savoir, à votre avis, comment explique-t-on le succès incroyable des comptes, notamment sur les réseaux sociaux, qui justement engagent leurs abonnés à aller vers du purisme ? On voit une montée énorme et du succès sur ces comptes-là. Parce que ça permet de se croire intelligent facilement et de croire que les autres sont bêtes facilement ? Vraiment, je pense que c'est ça. Je pense que très facilement, on peut se dire la faute vient des autres, les autres font des erreurs, moi j'ai raison. Et c'est plus facile d'avoir, justement, j'avais donné l'exemple d'un tweet, un tweet qui dit dans une phrase comme ça, là il y a une erreur, vous faites tous l'erreur, et quand on le repartage, on est rassuré en se disant que ce sont les autres qui font l'erreur et pas nous. Donc il y a effectivement un succès, ça. Je pense que c'est une manière d'être rassuré un peu facilement. Mais je crois quand même, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Je suis aussi agréablement surprise de voir quelquefois aussi les réactions des gens qui se disaient « Ah bon, je ne savais pas. Moi, quand j'avais fait quelque chose autour de Monsieur Mister, il y a plein de gens qui m'ont écrit « Oh là là », quand je pense à toutes les fois où j'ai embêté des gens en leur disant « Faut pas écrire MR, c'est Mister, ça vient de l'anglais. » J'ai appris quelque chose. Donc, je pense qu'il y a effectivement un succès de ces comptes-là. Je pense que ça nous rassure assez facilement. Mais je pense qu'on doit faire le pari, même si c'est toujours plus long d'expliquer. C'est toujours plus long que juste de dire « faites, ne faites pas ». Je pense qu'on peut quand même parier sur le fait qu'apprendre, qu'évoluer, c'est possible et c'est même souhaité. Peut-être qu'une des premières réappropriations, c'est de se réapproprier ce discours-là pour le subvertir après, parce qu'il y a aussi pas mal de petits comptes TikTok sur un peu sociolinguistique où justement les jeunes défendent des variations et autres. Donc voilà, il y a de quoi contrebalancer aussi. C'est pour ça aussi qu'en tant que linguiste, on essaye de donner nos moyens et nos méthodologies. Ça, je pense que c'est très important pour que tout le monde s'en saisisse. De dire si vous voulez vérifier des manuscrits d'époque, il y a Gallica. Si vous voulez des dictionnaires en ligne gratuits, accessibles, complets, il y a le TLF, le Trésor de la langue française. De donner un peu, pas seulement des informations, des avis, mais des ressources, des méthodologies, des outils. Comme ça, justement, chacune peut s'en saisir, peut créer ces comptes-là et peut essayer de provoquer la curiosité. Oui, voilà, j'aurais voulu avoir votre avis sur l'évaluation en fait, de l'orthographe et de la grammaire dans l'enseignement, parce que je me dis, en vous écoutant, finalement, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de brimer cette créativité ? Enfin, moi, je sais que les dictées ont été une source de stress et une culture de cette peur pour moi. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre avis. Et vous dire aussi que je voulais vous remercier parce qu'à partir de ce soir, je sais que je vais smoocher mes chats tous les jours. Je pense que par rapport à cette question, d'abord, la didactique du français, par exemple,
a fait des tas de propositions sur d'autres formes de dictées, par exemple des dictées négociées, des dictées où il n'y avait pas cette sanction, ou alors on augmentait les points plutôt quand on avait des bonnes formes, etc. Donc il y a tout un matériel. Il y a aussi éviter, évidemment, quand on fait un truc sur la création néologique, de côté l'orthographe, parce qu'alors il y a une surcharge cognitive qui fait que l'élève, évidemment, va être brimé. Donc en classe, je pense que c'est possible. Après, il y a la demande sociale et la demande de la bonne orthographe. Déjà, quand on essaye de pratiquer l'orthographe réformée, qui est une réformette, hein, on ne voit pas grand-chose, c'est compliqué. Beaucoup de gens encore ne la connaissent pas toujours. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait peser, je trouve, beaucoup de poids sur les enseignants et les enseignantes de français. Or, on écrit aussi, donc ça devrait être aussi un projet collectif d'établissement. Si par exemple vous appliquez l'orthographe réformée, vous êtes un peu plus laxiste, les autres collègues vont dire ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle, mais je sais qu'il y a quand même plein d'outils, je pense que vous les utilisez certainement, voilà, qui permettent de dire l'orthographe, oui, tant qu'on n'a pas tout réformé, qu'il faut encore maîtriser certaines choses. Par respect de la citoyenneté et du fait que ces gens vont aller dans la société, que c'est ça sur ça. Moi, je me souviens que ma mère disait toujours, le type, il devait passer un examen de natation pour devenir maître nageur, il a raté parce qu'il avait fait trop de fautes dans une dictée. Et ça l'avait rendu dingue. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Oui, alors pour ces questions d'orthographe, alors je vous encourage à assister au spectacle d'Arnaud Huth et Jérôme Piron, La faute de l'orthographe. Mais effectivement, comme le dit Laurence Rosier, je pense plutôt que de penser supprimer certains dispositifs qui rassurent, qui sont ancrés, mieux vaut les subvertir. Avec l'association des linguistes atterrés, on va faire des dicteries, des dictées réflexives, des dictées intelligentes, parce que je suis allée voir les dictées qui sont faites en France, là, les grandes dictées. C'est hallucinant. Ce sont des faux textes qui sont faits pour vous faire des fautes. Ce ne sont même pas des textes de littérature francophone, etc. C'est des faux textes avec des phrases que personne ne dirait, par exemple, pour caser le maximum d'adjectifs de couleur possible, parce qu'il y a plein d'irrégularités sur les adjectifs de couleur. Comme ça, le but, paradoxalement, de ces dictées est de vous faire des fautes. C'est quand même dingue. Et puis à la fin, après, il n'y a aucune réflexion. On dit juste c'est faux, c'est pas faux et tout. Avec des collègues, on va essayer de mettre en place, donc certains vont faire ce qu'ils appellent la dicterie, ou des dictées réflexives. Je pense à Christophe Benzitoun, on va essayer de faire ça. Tout simplement, des moments où on réfléchit et on apprend quelque chose, au lieu de juste dicter un texte et puis de compter le nombre de fautes, on va essayer de comprendre les graphies, de comprendre leur logique, et quelquefois de retourner. Il y a une collègue qui a donné par exemple un texte de Montaigne en orthographe originale à ses élèves et qui leur disait de corriger Montaigne. Ils disaient mais comment ça? Toutes ces fautes que Montaigne a faites, par exemple, ça peut être une manière de retourner un petit peu l'exercice de la dictée. Et c'est comme pour la grammaire. Moi, je pense que la grammaire, moi je suis prof de grammaire, on peut l'enseigner de manière un peu plus impliquée et intéressante. Bon, je suis prof de grammaire à la fac, c'est pas exactement la même chose, j'ai bien conscience, mais je le fais quand même aussi en détention où c'est du niveau primaire, secondaire à des moments, tout simplement de réfléchir sur les catégories au lieu de juste les apprendre par cœur. Moi, j'étais très mauvaise en grammaire dans le secondaire parce que il fallait que j'apprenne par cœur des trucs que je comprenais moyennement, donc ça donnait un truc bof, quoi. Et alors que quand on essaye de les comprendre, c'est plus facile de s'investir de temps. Rien que de comprendre les mots. Par exemple, l'adverbe, ça veut dire à côté du verbe. Sauf qu'il y a plein d'adverbes qui ne sont pas à côté du verbe. Si je dis Marie a acheté une robe, a acheté une robe très bleue, ça fait bizarre, comme ça, une robe très chère, par exemple. Voilà, le très, c'est un adverbe, il n'est pas du tout à côté d'un verbe. On pourrait réfléchir sur l'étiquette et se rendre compte que c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on a du mal à identifier les adverbes si on a une fausse définition de départ. D'accord ? Essayer de comprendre juste les mots. Le pronom qui est censé remplacer un nom, la proposition subordonnée, la principale, il y en a une qui commande et l'autre qui obéit. Enfin, de comprendre déjà pourquoi on utilise les catégories qu'on utilise en grammaire, de comprendre leur logique et leurs limites. Je trouve que dès qu'on a un rapport un peu plus, justement, pas juste de par cœur, pas juste de c'est comme ça, mais un peu plus investi dans la grammaire, on peut tout de suite beaucoup plus l'aborder. Et moi, je ne suis jamais aussi heureuse que quand j'ai des étudiants qui se disputent en disant « Mais je t'ai dit que c'était une subordonnée restrictive. Non, je te dis que non. » Quand ils s'engueulent dessus sur une catégorie, c'est bon, ça veut dire que ça a bien pris. Oui, et sur l'écriture inclusive, quand je fais des formations, je dis on va faire une dictée. Alors, chaque fois, c'est dictée, mais inclusive. Ça va encore être plus difficile. Et en fait, non, il suffit de réfléchir sur les mots qu'on va changer.
C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, si on dit les lycéens, etc., mais qu'on est dans les années 40 et qu'en fait, il n'y avait pas de lycéennes, ben là, on va le laisser au masculin. Et donc, on réfléchit sur l'articulation entre les mots et ce qu'ils désignent dans la société. En fait, pour la dictée, je pense tout simplement qu'il faut qu'il y ait plus de temps sur, alors est-ce qu'on appelle ça la correction, la réflexion post-dictée que sur la dictée elle-même. Merci beaucoup.